Et donc, nous accueillons Ronan pour introduire notre prochaine intervenante. Merci Sophie. On va faire presque sans transition et se poser la question, pour continuer le chemin ouvert par Timothée, de comment accorder de la valeur à ce qui se compte pas. Et puis peut-être aussi, il y a des choses qu'on n'a pas envie de compter en fait, vraiment. Je pense que c'est important sans passer énormément de temps à travailler un énorme tableau de bord, mais quand même de se dire à un moment donné, pour discerner et décider comment on va pouvoir accorder de l'importance à ce qu'on n'a pas envie de compter ou ce qui se compte pas. Voilà, je repense à, je sais pas, mon petit déjeuner avec les enfants et je me dis, ben j'ai pas envie de compter là, celui-là je l'aime comme ça, celui-là comme ça, ou l'amour, l'amitié, une espèce, un individu, un migrant. J'ai pas sûr qu'on ait envie de compter ça en fait, même si on n'est pas forcément tous alignés avec ça à différents endroits. Et puis le spectacle du monde est peint. Ça a été rappelé tout à l'heure, il est chaque jour un petit peu plus inquiétant quand même. Le gros temps, il s'annonce de plus en plus, il se révèle, il continue d'être là. Et puis, c'est pas dans la tempête qu'on fabrique les outils et la boussole. Et donc, avec toi, Nathalie, eh ben, on va regarder un petit peu de comment on peut composer entre... alors, je vais utiliser des mots de la géographie parce que tu es géographe, entre le nord géographique et le nord magnétique, de trouver un petit peu comment peut-être raconter ce qui se compte pas. Donc Nathalie Blanc est donc géographe. Tu travailles depuis de nombreuses années sur ces questions à la fois avec une démarche scientifique, mais ce qui est aussi intéressant, une démarche artistique, et puis très concrètement, Timothée le rappelait là, très concrètement en œuvrant dans les territoires et sur des actions concrètes dans les territoires. Tu es directrice de recherche au CNRS, directrice du Centre des politiques de la Terre à Paris. Et puis sur le volet enseignement, tu as aussi copiloté le bloc sur le module 3, sur le passage à l'action dans le projet de socle commun UVED. Voilà, et donc je te laisse la parole pour 30 minutes et puis on aura 20 minutes après de questions-réponses. C'est à la suite. Okay. Bonjour à tous et merci à ce campus de m'avoir invité pour vous parler. Effectivement, et merci à Monsieur le Président. Du coup, je vais vous parler de choses effectivement qui ne sont pas comptées. Elles pourraient l'être. Hein. On trouve bien des manières de compter les choses. Mais celles-ci ne le sont pas, notamment parce que ce sont des choses et des productions qui sont largement alternatives. Là, ce dont Timothée vous a parlé, ce sont des manières de compter une production qui n'est pas alternative. Ce que je veux vous présenter est largement alternatif et d'autant plus interstitiel. Alors, pour dire 2 mots de ma présentation, je suis géographe. J'ai fait la première thèse sur la nature en ville dans les débuts des années 90 et je n'ai eu de cesse de travailler sur les questions culturelles et notamment des cultures de la nature, comme j'appelle ça. Alors, cette thèse sur la nature dans la ville, dans les années 90, c'était une thèse pour dire on vit entouré de nature, et à l'époque, on ne le croyait pas, puisque la nature était à la campagne. Et cette nature, eh bien, elle est déterminante dans notre qualité de vie, dans les villes, et il faut apprendre à la prendre en compte. Et ce que ça m'a appris, et là je reviens sur le titre, c'est on ne compte pas ce qu'on ne sait pas voir. Et à l'époque, on ne savait pas voir cette question de la nature en ville, on ne savait pas qu'il y avait des animaux autour de nous, on ne prenait pas en compte les bienfaits, par exemple, de la végétation, et pour le coup, on ne savait pas compter ses bénéfices pour nous-mêmes. Donc, ce que, à mon sens, dit Timothée Paric, c'est qu'il nous faut retrouver des lunettes pour un monde différent. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important. Alors, du coup, non, c'est dans l'autre sens, c'est ça? Alors, du coup, les artistes et la culture, je dirais qu'ils ont un rôle tout à fait spécifique.
Ils ont un rôle spécifique dans l'habitabilité terrestre qui est ce dont je m'occupe au sein du Centre des politiques de la Terre. Le Centre des politiques de la Terre est un centre, une institution, une petite institution hors les murs qui groupe différentes facultés, parmi lesquelles l'Institut de physique du globe de Paris, parmi lesquelles il y a des gens de l'INSERM, etc., pour travailler sur l'habitabilité de la Terre. Donc on a produit ce document-là, pour le coup, qui est en libre accès, et à l'intérieur de ce travail, je me suis plus particulièrement focalisée sur cette question de la culture et des arts. Alors la culture, je ne vais pas vous redonner la définition, mais vous l'avez là au tableau, une des définitions, c'est un terme extrêmement complexe. On avait en 2015, avec ma collègue Katrina Soini, dirigé un COST autour de comment mettons en scène la culture dans le développement durable, et on avait essayé de trouver les moyens de définir comment s'allier culture et développement durable. En tout cas, de manière étroite. Alors, ce qui est important à retenir là, c'est que la culture, ça fait référence au sens, c'est-à-dire à la direction que se donne une communauté. Et cette question du sens, elle est cruciale aujourd'hui où on a perdu la boussole. Et pour le coup, les artistes aident à retrouver des repères et éventuellement à proposer des alternatives. Alors, je vais dire simplement la manière dont je considère là. Alors, il faut savoir qu'avant de faire de la géographie, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris. J'ai longtemps d'ailleurs eu avec d'autres une galerie qui était rue de Charonne près de la Bastille. J'ai eu une pratique artistique que je continue à développer. Et quand je suis rentrée donc au CNRS après avoir fait la thèse sur la nature dans la ville, je me suis dit en début des années 2000, il est urgent de réintroduire cette question de la culture parmi les enjeux du développement durable. Vous vous rappelez, 92 et puis début des années 2000, la question de la culture était annexe. On avait du mal déjà à considérer le lien entre économie, environnement et social, alors la culture s'en était loin. Et d'ailleurs, le COST en question, culture et développement durable, il date des années 2015, donc bien après. Moi, dès le début, je me suis dit, si on veut changer notre rapport à la nature, il faut considérer la manière dont on la voit, dont on la prend en compte, dont elle fait sens dans notre communauté de sens. Parce que nous sommes des communautés humaines qui nous organisons en fonction d'un certain nombre de valeurs, parmi lesquelles eh bien, la croissance, mais c'en est qu'une, et c'est pas la seule, loin de là. La preuve, d'une certaine manière, on peut dire que certaines élections nous prêtent à croire que c'est pas la seule valeur. Et ces valeurs, elles sont mises en scène médiatiquement au travers d'un certain nombre d'outils ou de certain nombre de médiations, la photographie, le cinéma, et je dirais même, par exemple, la rumeur, celle qui nous mène à discuter ensemble d'un certain nombre de choses, eh bien, elle procède de nos cultures. On n'a pas n'importe quelle rumeur. Et je pense que l'art, à l'intérieur de ça, a aussi une autre fonction. Eh bien, ça réoriente la culture, mais ça aussi permet de mettre en scène ce que nous ressentons. Et aujourd'hui, on voit bien, hein, j'ai appris hier d'ailleurs, et c'est ce que je disais à une collègue tout à l'heure, que l'INSEE avait mis une catégorie nouvelle pour le suicide des enfants de moins de 10 ans, tellement il a augmenté. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un vrai problème collectif de souffrance, et cette souffrance, elle est à mettre en scène, elle est à travailler collectivement, et les artistes y participent. C'est à la fois ce que nous ressentons, mais aussi l'aspiration à un autre monde. Alors, je vais vous montrer un courant artistique assez brièvement qui prend corps véritablement dans les années 60-70. Des artistes révoltés par la manière dont nous voyons le monde et dont on, finalement, parce que c'est les débuts
et c'était notamment des femmes sur la côte ouest américaine qui ont sonné le signal d'alarme en disant il faut reconsidérer ce lien à la nature et cette manière de voir les mondes. Et ces artistes se sont appelés art écologique, art environnemental, et ont demandé à revoir le rôle de l'art, notamment en société. Alors voilà une exposition qui est emblématique de ce courant. Vous voyez là les petits cartons où il y a marqué Terre. Ça a été la première exposition historiquement, en 69, donc, à mettre en scène bien la Terre comme un débris enduit sous des composantes de gélatine qui symbolisaient le détritus que c'était devenu. Pour dire un petit mot d'histoire dont rend compte l'Encyclopédie Universalis, le mot même d'environnement vient de l'art. Ça, on appelait ça des environnements. Des environnements dans le sens où tout d'un coup la critique sociale qui était portée par ces artistes, eh bien, faisait environnement autour de nous. On était à l'échelle d'une pièce et du coup nous obligeait non plus à être dans une position de spectateur en recul d'un tableau, mais clairement environné par cette critique. Et il y a de très nombreuses expositions qui datent de cette époque-là, où par exemple il y avait des pneus tout autour dans une pièce qui nous environnaient et qui portaient cette critique sociale. Une autre œuvre exemplaire, et justement cette question de la comptabilité est cruciale. Vous voyez, on est à l'angle de la Seconde Avenue à New York, un artiste dans les années entre 64 et 78, Allen Sunfist, qui est très connu, oui, un artiste qui est aujourd'hui très connu dans ces courants-là, a décidé qu'il fallait célébrer la mémoire naturelle de New York. Il a décidé que sur ce petit... alors à l'époque, il faut se rappeler aussi que New York, le centre de New York est en déshérence, donc il y a beaucoup de terrains libres, et il décide de planter des espèces endémiques d'avant la colonisation sur ce terrain, qui est maintenant une forêt sur la Seconde Avenue et qui s'appelle Time Landscape. Alors ça a été, et tout le propos de l'artiste en question, c'est de dire, dans les villes, on célèbre les grands hommes, moins souvent les grandes femmes, mais souvent les grands hommes, on ne célèbre pas cette nature qui pourtant a été le socle et est encore aujourd'hui le socle de ce qui nous permet d'habiter. Et donc, il a décidé de faire cette œuvre qui s'appelle Time Landscape. Alors, quand je dis on a des problèmes à compter, c'est quelle est sa valeur? Est-ce que sa valeur, c'est écologique, c'est social, c'est monumental? Et je dis écologique parce que est-ce qu'on a compté la biodiversité qu'elle générait? Les services des parcs et jardins que j'avais rencontrés là il y a quelques années disent que c'est une œuvre culturelle. Donc elle n'est pas considérée comme une œuvre écologique. Pourtant, l'artiste a explicitement avancé sa valeur écologique. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on regarde quand on voit Time Landscape que vous pouvez aller tous voir? Une autre œuvre qui a été, j'ai publié plusieurs ouvrages à ce sujet, donc je pourrais vous en montrer beaucoup, mais c'est pour dire la dimension critique que portent les artistes de cette époque. Voilà, ça, c'est des artistes qui sont morts tout récemment. Ça, c'était dans une galerie à Londres, et c'était pour critiquer la pisciculture. Et cette critique de la pisciculture, parce qu'à la fin de cette exposition, on avait le droit à un festin de poissons, donc une mise à mort de poissons, a été vivement critiquée pour violence faite aux animaux. Et les artistes ont dit, on tue je ne sais combien de poissons chaque année, voire plus, et on n'a pas, pour l'instant, de regard moral sur cette industrie de la consommation. Et ils ont, en fait, ce qui était intéressant aussi dans leur travail, c'est de porter l'activité productive de la ferme, de la production alimentaire, au cœur du musée. Ils ont amené une porcherie au cœur d'un musée aux États-Unis, etc. Donc, ils ont
dit la critique, elle n'est pas simplement sur l'industrie, elle est aussi sur notre activité productive alimentaire, et il faut qu'on prenne conscience de ça. Et une des manières de prendre conscience, c'est pour l'artiste d'attirer l'attention sur ce qui est fait à cet endroit-là. Alors, une œuvre qui est très connue, peut-être vous la connaissez ou non, c'est Joseph Beuys, qui est cet artiste là que vous voyez dans l'eau, et qui était un des premiers, c'est une star mondiale de l'art, mais qui avait sauté dans un marais pour en protéger la valeur, une zone humide, donc en faisant une performance. Là, dans ce cadre-là, d'une exposition à Cassel, il avait planté 7000 chênes, et il a été un des fondateurs du Parti vert en Allemagne dans ces années-là. Donc là, c'est clairement, ces artistes symbolisent d'une certaine manière un engagement, et un engagement très précoce vis-à-vis de la question environnementale. Et voilà, pour finir sur cette petite histoire, encore une fois, il y a dans l'ouvrage, d'ailleurs, on a eu soin de célébrer autant de femmes artistes que d'hommes artistes. Il y a beaucoup de ces femmes, et je pensais à cette collègue de Cornell, qui est une biologiste et qui a fait tout un travail esthétique autour de cette question de la contamination des eaux. Mais voilà des collègues mathématiciennes qui ont fait cette œuvre participative au crochet, qui leur permettait de modéliser mathématiquement ce développement organique des récifs coralliens, qui est aussi un développement extrêmement complexe. Elles exposent régulièrement, elles sont en Allemagne, donc voilà. Alors, je voulais maintenant dire quelques mots sur les travaux que moi-même j'ai faits. Là, ça c'est le dernier ouvrage qu'on a sorti. Je travaille avec une association qui s'appelle COAL, Coalition pour l'art et le développement durable. On a aujourd'hui un programme européen. Celui-ci, l'ouvrage est le résultat d'un précédent programme européen qui s'appelait La table et le territoire. Parce que réfléchir sur la transformation par la culture, en France notamment, mais pas seulement, c'est parler de nourriture. Alors, on s'était dit, une des manières de travailler sur ce lien au territoire et à sa transformation, c'est de se poser la question et de faire se poser la question collectivement de nos habitudes alimentaires et de voir comment on les relie. Alors, vous allez voir là des artistes qui prolongent les artistes historiques qui interviennent sur des territoires. C'est donc des artistes qui sont ancrés, des artistes qui s'engagent. C'est des artistes qui rarement, ou historiquement, ont peu accès au musée. Pour faire écho à ce que disait Timothée Parric sur la publication, c'est probablement des artistes qui n'ont pas le CV qu'il faut pour apparaître dans les grands musées. Encore une fois, c'est à mettre avec des bémols, parce que des gens comme les Harrison, maintenant, sont célébrés dans le monde entier, donc c'est un peu plus complexe que ça. C'est aussi des artistes, on a souvent dit, l'art doit être dans les musées, etc., doit être pur de tout engagement social. C'est au contraire des artistes qui s'engagent et qui travaillent avec le public. Alors, ce travail, c'est la ferme urbaine de Saint-Denis. On travaille en banlieue nord de Paris, en Seine-Saint-Denis. On est à peine à 800 mètres de l'université. Et on travaille avec cet artiste qui porte ce petit collectif qui s'appelle le Parti Poétique. Et Olivier Darnay est un collègue, enfin c'est un collègue artiste, qui a porté très tôt l'idée d'investir la ville avec des ruches, au point d'avoir fait d'Aubervilliers, enfin des 3 communes, Aubervilliers, Saint-Denis, Perfit, un des plus grands ruchers urbains d'Europe. Et en 2016, la ville de Saint-Denis se dit... Eh bien, moi, je ne vais pas... Voilà, André Kersanté, qui était le dernier maraîcher de cette zone nord de Paris, il faut se rappeler qu'Aubervilliers, c'était
la zone nourricière de Paris, parce qu'il y avait beaucoup de maraîchage. Et la ville de Saint-Denis se dit, André Kersanté partant à la retraite, je n'ai pas envie de construire sur cette zone. J'ai envie de poursuivre cette vocation agricole qui à la fois témoigne de l'histoire de la ville et en même temps répond à des enjeux contemporains. Et du coup, il lance un appel à projet que remporte notamment le Parti poétique avec la ferme de Galie pour promouvoir et continuer cette vocation maraîchère et agricole des 6 hectares qui étaient là à proximité de l'université. Alors, nous intervenons avec ces artistes dans le cadre de la table et territoire, et ce qu'on propose à ce moment-là, c'est de travailler sur les liens de ce territoire qui est en production. La ferme est à transformer, jusqu'ici il y avait des salades qui étaient cultivées, et la question qui va se poser, c'est comment transforme-t-on ce territoire et le mettons en lien avec les habitants de ce territoire, tout autour du susdit territoire, sachant que dans cette région nord de Paris, il y a plus de 89 nationalités, des gens qui viennent des 4 coins du monde, donc, et on a l'idée avec ses collègues de partir à la recherche des recettes historiques, celles qui forment le cœur de ce que nous transmettons à nos enfants, c'est-à-dire la première recette que vous aviez faite ou que ces personnes avaient fait, la recette qu'elles font maintenant à l'épreuve de la migration et celle qu'elles voudraient faire au futur si le territoire leur permet de cultiver ces légumes. Donc on a produit un livre qui a été un gros succès dans le territoire et on a produit un événement repas avec tous les chefs et chefs qui étaient là, une chef recrutée localement aussi pour aider à la mise en forme de ces recettes. Et ça a été une façon de relier à la fois les valeurs qui sont portées par les recettes, la sauce tomate qui est venue du cœur de l'Afrique, ou celle, il y avait des recettes de Russie, il y avait des recettes de Chine, etc. Et la manière dont ce territoire peut s'ancrer localement aujourd'hui. Voilà, ça c'est des ateliers avec les enfants notamment. Et puis on a fait tout un travail autour de l'écriture des articles scientifiques. Aussi, je l'avais fait également pour le GIEC, en ayant travaillé sur des extraits du GIEC, les mettant à disposition de passants et leur disant réinterpréter poétiquement ces extraits. Et ça a été un gros succès parce qu'il y a un désir d'appropriation de ces questions. Il faut savoir que nous sommes laissés seuls individuellement face à ce que nous pressentons être une grande catastrophe à venir. Et un des moyens de se réapproprier cette culture en commun, c'est aussi de la réécrire. Donc voilà, et là on a un jeune qui a réécrit à partir de cet article scientifique et ce que lui inspirait cet article scientifique sur la manière dont un concombre fait des kilomètres avant d'arriver dans son monde. Et vous voyez que c'était un musicien puisqu'il a parlé beaucoup du rythme. Et j'insiste sur ça. Qu'est-ce que nous apprend ce type d'exercice ? C'est de parler avec un jeu. Et là, j'insiste sur l'enjeu de la subjectivation, c'est-à-dire d'en faire une question personnelle. Il faut faire de cette question de la transition non pas une question de chiffres, non pas simplement une question de réduction des émissions, mais une question personnelle, puisque je me rappelle avoir discuté ça d'ailleurs pour la télé plus tôt, en disant comment la destruction de 70% de la biodiversité mondiale n'est-elle pas un enjeu moral ? Enfin, on est à l'origine de ça et ça pose une vraie question morale. Et nous ne pouvons pas, en tant qu'êtres humains, ne pas en subir les contre-coups à la fois individuels et collectifs. Je pense que ça serait nier la réalité que de croire qu'il n'y a pas cette composante-là. Et du coup, eh bien, ça demande à s'engager dans ces questions. Voilà des autres lieux avec lesquels nous avons travaillé. Je vais passer assez rapidement. Ça, c'est le Parco Arte Vivente qui est à Turin, qui est un lieu qui est dédié à ces questions d'art et d'écologie. On a beaucoup travaillé avec eux.
des artistes qui avaient créé avec un système de loterie pour que les habitants viennent apporter leurs déchets, fassent pousser de la nourriture et s'attribuent, se réapproprient cette nourriture. Ça s'appelait un potager Arche. Voilà, c'est dans le quartier qui était les anciennes usines Citroën, je crois, Peugeot peut-être, enfin bon, bref. Voilà un autre centre avec lequel on travaille, qui est en République tchèque, qui travaille, c'est en plein milieu rural pour le coup, alors que les deux autres sont en milieu urbain. Et puis enfin, un dernier centre avec lequel on travaille, qui s'appelle Inland. Ils vont venir, je crois, bientôt en Bretagne, oui. Et eux, notamment, ils travaillent dans 22 villages des Asturies, mais ils travaillent aussi à Madrid. Et au cœur de Madrid, ils ont créé une école de bergers. Et du coup, les gens viennent du monde entier se former à cette école dans le parc au cœur de Madrid et partent avec des troupeaux de moutons dans les montagnes. Alors, ça c'était à Athènes, c'est encore un autre partenaire qui avait travaillé à produire du pain qui était en boulangerie, du pain qui répondait aux souhaits qui leur étaient envoyés par la poste par les habitants localement. Quel est ce que vous désireriez? Et il y en avait qui voulaient partir en bateau, donc il y avait un bateau sur le pain, etc. Et chacun de ces pains était distribué en boulangerie et représentait une occasion de discuter collectivement du futur. Alors ça, c'est un travail qui est largement en cours encore, pas pour la partie nourriture, parce que ça, on a fini. On est avec le même groupe d'acteurs à l'échelle internationale dans un contrat qui s'appelle Transformative Territories et de voir quels sont les leviers de la transformation que portent les artistes et comment ils peuvent engager les populations et nous-mêmes localement à s'engager et quel type de transformation portent-ils aussi. Vous voyez une grande diversité de moyens. Alors, ça, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, que je travaille au sein du Centre des politiques de la Terre. Dans le Centre des politiques de la Terre, je travaille avec différents objets. On fait bien évidemment de la recherche au sens, on finance de la recherche interdisciplinaire. On fait des campus, on va faire le prochain à Montpellier bientôt avec l'Institut Exposome de Montpellier sur la question de la santé environnementale. Et toujours, on essaye au cœur de ces projets de mêler les sciences dans leur partie, on travaille de la géophysique à l'anthropologie, en associant parfois des artistes. Même à 90%, on associe des artistes dans ces contrats de recherche. Aujourd'hui, on accueille en résidence une écrivaine à l'université Paris-Cité qui a eu le prix Allier, Inter, le prix Inter, qui s'appelle Phoebe Adjimas-Clark, et elle va travailler sur les questions d'écriture d'articles avec les chercheurs et les étudiants pour montrer à quel point nos écritures d'articles portent un certain réel. Alors ça, c'est le Centre des politiques de la Terre, on pourra revenir là-dessus. Les journées d'études, beaucoup. C'est des projets de recherche qui sont portés par le Centre des politiques de la Terre, ça c'est la renaturation des cours d'école. Donc on travaille également sur ça. Et dernièrement, parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps, je voudrais vous parler de ça. J'ai été chargée avec d'autres de porter un PEPR. Alors j'imagine que vous connaissez ces machines, c'est le moins qu'on puisse dire, un PEPR qui s'appelle Transform et dont l'idée et le projet principal, c'est de contribuer à l'habitabilité terrestre en favorisant, en nourrissant à force de parler anglais, des fois ça bug, les transformations les expérimentations socio-écologiques localisées. Donc, on est vraiment sur cette idée de créer des cœurs de transformation du type qui mélange recherche, connaissance et art.
Et pour le coup, voilà ce que va faire Transform, et je vous en parle parce que je pense que ça peut concerner tout à fait cette université. On va créer un cœur qui va s'appeler EIT, Earth Care Institute for Transformation, et on va financer sur les 10 ans qui vont venir des centres qui peuvent quelque part s'apparenter aux centres des politiques de la Terre, qui vont promouvoir ces transformations socio-écologiques territorialisées en y associant les arts. Donc ça, c'est sur les 10 ans. On est censé commencer en janvier, lancer la chose en janvier. Je vais moi-même porter la partie lancement et modélisation de ce que doivent être ces futurs centres à l'échelle française. Et comme on travaille avec l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, ça concernera aussi des zones géographiques où travaillent les chercheurs de l'IRD, à savoir Amérique latine, Inde et Afrique de l'Ouest. Donc voilà, et habitabilité, durabilité et transformation, c'est des mots-clés. La question de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, le travail aussi bien avec les acteurs locaux qu'avec les acteurs artistiques, des approches expérimentales. On va travailler sur cette question de l'expérimentation, et puis ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui, à savoir des pratiques de recherche durables. Et pour finir, je dirais que je défends à la fois personnellement en tant que chercheur et pour avoir fait beaucoup de terrain, parce que à la différence de Timothée, je suis un peu plus âgée, à peine, mais un tout petit peu. Et donc, j'ai fait beaucoup de terrain. Et je pense que l'art, les pratiques culturelles, ces leviers qui consistent aussi bien à écrire des recettes que à développer des visions du monde collectif, sont extrêmement importants pour transformer notre culture de la nature. Et c'est pas simplement des outils de communication. Et il y a 3 leviers en particulier qui me semblent importants. Le premier, c'est autour de ce soin de la nature ou soin de l'écosystème et qui porte beaucoup de valeurs liées à la justice écologique. Je crois que ça, c'est un enjeu. On a du souci, on se fait du souci pour cette nature. Beaucoup de gens sont très sensibles au sort du vivant, et à juste titre, puisque c'est non seulement d'eux qu'il s'agit, mais aussi de notre rapport aux autres et à l'altérité de manière plus générale. La question de la solidarité et de la justice, ce qu'on appelle justice sociale et intergénérationnelle, un deuxième levier qui est très important, comment être un bon ancêtre. Qu'est-ce que ça veut dire être un bon ancêtre aujourd'hui pour les futures générations? Timothée vous l'a dit, vous l'aviez dit tout à l'heure, eh bien, plus c'est loin dans le temps, moins ça nous semble avoir de valeur. Comment transformer cette vision du monde qui fait de ce qui est loin ce qui a moins de valeur, sachant que ces générations en payeront le coût. Je vous rappelle encore que la génération qui vient est très inquiète de ce qui se passe, et à juste titre. Et enfin, une troisième valeur, c'est ce que j'ai appelé la justice située, et qui se développe en réseau. La justice pour là où je suis, les personnes, les vivants avec lesquels je suis, dans un maillage qui se construit avec un certain nombre de valeurs, et ça me semble être un ressort important des pratiques que je peux observer sur le terrain, qui sont certes moins peut-être visibles que les pratiques économiques dont on a discuté précédemment, mais quand on va sur le terrain, qui sont extrêmement présentes. Voilà, merci. On a un petit temps de questions-réponses, comme tout à l'heure. Un grand merci pour ton intervention, en tout cas. Est-ce que nous avons des premières questions dans la salle? En fait, c'est pas une question. Je voulais juste te remercier, Nathalie, mais remercier aussi vraiment beaucoup les organisateurs. J'ai trouvé ça extra, et j'ai pas de questions, mais
Je me sens extrêmement nourrie. J'ai hâte d'être toute seule et de réfléchir à tout ce que ça me donne envie de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Ouais, moi aussi, je voulais vous remercier, puis de ce pas de côté aussi vers l'art. Et vous savez que la Bretagne, c'est la première région agroalimentaire d'Europe. Et lorsque vous parlez aussi des risques je pensais au suicide, je pensais à ce moment de transition. Donc je pense que nous, on a besoin aussi, quand je lis recyclage, consommation durable, transition et ce qu'on a vu. Et voilà. Et puis je pense que nous aurons besoin aussi d'être avec vous sur ces projets. Et je pense pour notre région, c'est important que la Bretagne en fasse partie. Merci. D'ailleurs, j'emmène tous mes étudiants à la ferme de Kermini. Je ne sais pas vous. Alors, c'est breton, ça vous étonne pas trop. C'est vers Quimper. C'est un lieu d'art ils essayent, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui a été développé par 2 artistes avec permaculture, etc. On essaye de développer J'emmène les 20 étudiants pour voir quel modèle économique on peut imaginer. Parce que j'interviens beaucoup avec les économistes. Donc, écoutez, très bien. Et puis, juste, vous avez parlé aussi d'Exposum. Alors nous, on a aussi un institut de l'Exposum sur les faits d'exposition. Puis on a la chance d'avoir aussi un grand projet Excellence IRISE autour de la transition. Et je crois que ce sont aussi des approches qui peuvent se rejoindre. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Moi, j'ai une petite question sur la dimension pédagogique et place des étudiants justement à la fois dans le centre des politiques de la Terre ou le projet Transform et de ce que toi tu fais aussi sur le terrain. Comment ces projets-là situés peuvent être des projets apprenants qui mobilisent des étudiants et trouvent de la place aussi dans les maquettes pédagogiques en fait, et à quel niveau peut-être? Est-ce que ça peut se faire au niveau licence ou c'est que au niveau master? Du coup, on travaille depuis longtemps dans le champ de la géographie à faire ce que j'appelle maintenant des territoires écoles. C'est-à-dire qu'on pense que le territoire est une école d'apprentissage de la réalité, de la manière dont ça se passe, d'une certaine manière, pour les étudiants. Donc chaque année, depuis plus de 20 ans, et on a élargi le cercle des étudiants auxquels ça s'adresse, on emmène des étudiants qui reçoivent une commande territoriale. C'est-à-dire que ça peut être un PNR, ça peut être une collectivité, une université, ça peut être des artistes comme ceux qu'on va voir à la ferme de Kermini, font une commande et les 20 étudiants, ensemble, en s'auto-organisant par groupe, répondent à cette commande de telle façon à développer une véritable méthodologie d'enquête. Alors, je défends ça plus particulièrement parce que j'ai développé avec mon collègue David Flachet, dans le cadre d'un Erasmus Mundus qu'on a, qui s'appelle EPOG, Économie à l'âge de la globalisation, la branche écologie. Et j'ai découvert à ce moment-là que la plupart des économistes qui étaient dans cet Erasmus Mundus ne faisaient jamais de terrain, qu'ils étaient toujours sur du papier, des archives, et que globalement, quand on les lâchait sur le terrain, on leur disait allez en enquête, allez voir qui sont ces gens dont vous dites il y a 2% d'immigrés venus de je ne sais quoi, allez voir qui sont ces gens, dans quelles conditions. Eh bien, ils n'avaient plus aucun outil. Et il le disait très clairement, nous n'avons pas d'outils, nous n'avons pas appris à faire face au terrain, à des situations empiriques. Et ça pose une vraie question quand on parle de transition socio-écologique. C'est-à-dire comment peut-on se dire que des personnes qui ne se sont jamais affrontées de manière, en termes de recherche, je ne parle pas aux questions qui se posent devant eux, de prévoir la transformation. Enfin, je veux dire, c'est évident qu'une fois que tu es sur le terrain, et d'ailleurs certains me l'ont dit, la complexité est telle que la plupart se trouvent submergés. Ils me disent, qu'est-ce qu'on fait face à cette complexité? C'est sûr que quand on n'a qu'un chiffre devant les yeux, la complexité est d'emblée réduite. On arrive à un niveau où la réalité est forcément amoindrie d'une certaine manière. Donc ces territoires écoles, ils répondent à cet enjeu-là, de former à l'enquête sur les territoires les étudiants, quelle que soit leur discipline.
Et ça, c'est dans le cadre, on a formé une graduate school avec cet Erasmus Mundus et puis aussi d'autres masters, et on emmène une vingtaine d'étudiants faire ce travail collectivement. Et il faut savoir que pour l'enseignant, pour les enseignants que nous sommes, c'est très coûteux. Ça veut dire passer 15 jours avec des étudiants en formation, en les incitant à s'auto-organiser, etc. Donc c'est très coûteux. Dans le cadre des campus anthropocènes dont je vous ai parlé, on fait la même chose et on va le faire à Montpellier. On peut imaginer le faire à Rennes. On l'a fait dans la rade de Brest avec les collègues de la zone atelier. On passe entre 3 jours et une semaine avec, là, dans la rade de Brest, il y avait des pêcheurs. C'était le thème de l'atelier, c'était le contrat de rade entre terre et mer. Et donc les problèmes que cause l'agriculture à la pêche. Et donc on a emmené les étudiants, on était une cinquantaine cette fois-ci. Il y avait des étudiants, des gens du coin, de la zone atelier, des élus, il y avait des gens de Paris, des profs, etc. On a fait ce que j'appelle des visites de terrain. C'est-à-dire qu'on allait voir les pêcheurs, on est allé voir les agriculteurs, le conventionnel, le bio, et on a continué entre conférences, conférences génériques, conférences situées sur quelle est l'histoire de ce territoire, et visite de terrain, puis après travail collectif avec différentes méthodologies pour voir ce qu'on en pensait maintenant. Voilà, de ce que devait être ce contrat de rade terre-mer. Donc, on va faire la même chose à Montpellier avec l'Institut Exposome. Je dois y aller d'ailleurs pour voir comment on va là être plutôt sur la question de la santé, sans surprise, et des maladies vectorielles liées à la renaturation de toute la zone environnante. Et pareil, on va aller rencontrer les jeunes des cités, etc., etc. Enfin, faire. Je crois vraiment que se confronter au terrain, et c'était, je ne sais pas si ça répond à. Ouais. Ouais. Ah, ici. Je suis tout là-haut. Bon, peu importe où je suis, ceci dit. Votre conclusion m'a fait un petit peu penser à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et j'aurais voulu avoir votre analyse d'un point de vue artistique, culturel, de ce mouvement. Voilà, il y en a. Alors, pour dire la réalité, je n'y ai jamais été. Donc, je ne vais pas prétendre savoir ce dont je parle à distance. C'est pas mon. Après, les documents, et j'ai des collègues qui ont travaillé là-dessus, qui ont fait des cartes, qui ont fait une production littéraire qui est vraiment intéressante, me mène à croire qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui ont été produites. Mais je ne vais pas prétendre en savoir plus que ce que j'en sais. C'est-à-dire, voilà, ce que j'ai eu, j'ai pas été moi-même. Donc, je peux pas vraiment vous répondre. Donc, voilà, j'avais travaillé avec Frédéric Barbe, qui avait créé ses éditions, notamment à partir de Notre-Dame-des-Landes, et j'avais vu ses travaux qui m'avaient l'air fort intéressants. Mais bon. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui. Oui, j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez de l'invocation du beau, de l'écologique pour des projets qui questionnent d'un point de vue écologique. Enfin, je vais vous donner un exemple clair. L'installation, par exemple, dans une commune, d'une superbe antenne relais. On nous a dit, vous inquiétez pas, cette antenne relais sera magnifique. Effectivement, c'est un arbre en plastique. Oui, je vois. Voilà, et c'est vrai que a été évoqué le beau, l'art, l'écologique, mais en fin de compte, on en est bien loin. Et est-ce que vous avez d'autres exemples dans ce sens ? Parce que là, on est un peu sur le côté déviant de l'art. Alors, d'abord, du point de vue artistique et en histoire de l'art, cette question du beau, elle a été rejetée parce que le beau, c'était synonyme d'art bourgeois. Et c'est vrai que beaucoup de l'art moderne et de l'art encore plus les 20 dernières années ou les 40 dernières années ont voulu se distinguer de cette question de la beauté telle qu'elle était portée par les artistes précédents.
Alors, moi, j'ai une vision plus complexe de cette question-là. Alors, d'abord, j'ai travaillé beaucoup sur l'esthétique parisienne. On avait produit un ouvrage qui s'appelait La beauté de la ville aux éditions du Pavillon de l'Arsenal, je crois, où j'avais travaillé sur cette relation entre esthétique et écologie, en disant cette question de la beauté, c'est une question de regard porté sur le monde. Et qu'il y a une vraie beauté à la manière dont de nouveaux aménagements, de nouvelles façons d'envisager l'aménagement de la ville peuvent contribuer à la beauté de la ville. J'avais eu un sacré retour de bâton en me disant que je voulais gâcher le patrimoine parisien, et notamment les grilles de pieds d'arbre, parce que voilà, ça portait beaucoup sur les grilles de pieds d'arbre, qui s'appellent les grilles Davout et qui font partie du patrimoine parisien au nom de l'écologie, et que voilà. Donc il y a beaucoup de résistance au nom de cette question de la beauté, et que de fait porter la question écologique, c'est aussi promettre de défaire un monde ancien qui, pour certains, et on l'a vu d'ailleurs dans les élections, porte des valeurs de tradition, de beauté qui permettent, voilà. Et le patrimoine parisien en est un exemple. Je suis garante du plan Climat Paris, et je peux vous dire que sur les toits en zinc, on a également les architectes des bâtiments de France qui veulent pas revenir là-dessus parce que ça fait partie de l'identité esthétique parisienne, alors que ça a des conséquences du point de vue des températures très néfastes pour la santé. Donc cette question de la beauté, elle n'est pas, encore une fois, c'est pas blanc ou noir, elle a beaucoup de facettes. Personnellement, je trouve que c'est une question qui est très importante poétiquement, et que si j'ai travaillé sur la nature en ville, c'est parce que moi, la vision d'un animal, de ses formes et tout ça, ça m'émeut terriblement, et c'est pour ça aussi que ça me porte à m'engager sur ces questions. Donc voilà, et le mot beau résonne avec moi de ce point de vue-là. Mais... Merci beaucoup. On arrive à la fin de la séquence aussi. Et Nathalie, tu seras avec nous à la pause, je pense. S'il y a d'autres questions, voilà. Nathalie reste avec nous à la pause. Un grand merci. Voilà, on ne compte pas ce qu'on ne sait pas voir. Tu nous disais merci de nous avoir prêté tes lunettes. Et puis de remettre la lumière sur le lien à soi, aux autres, au territoire aussi.